À une distance de 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, sur laquelle il pleut du fer. La planète est très proche de son étoile et lui fait toujours face du même côté. On parle de rotation synchrone. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que les métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. En parlant de rotation synchrone, il se passe la même chose avec la Lune. Notre satellite naturel n'a pas de côté sombre. C'est juste qu'il nous présente toujours la même face. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous appelons son côté sombre devient alors très lumineux. Mais il nous est impossible de l'observer depuis notre planète. Oui, c'est vrai que ça se tient. Une étude récente affirme que la Lune a une queue, et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Une fine traîne composée de millions d'atomes de sodium qui suit notre satellite naturel et que la Terre traverse régulièrement. Des pluies de météores dynamitent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire et les projettent loin vers l'espace. Cela peut paraître incroyable, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Son diamètre fait aujourd'hui 46 mètres de moins qu'il y a quelques centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait également expliquer les séismes qui se produisent à sa surface. À ce propos, les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique et que des secousses y surviennent régulièrement. Pendant plusieurs jours chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre capte la queue de sodium. Entraînée dans son sillage, elle forme une longue bande qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, d'une intensité lumineuse 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Lors de ces rares journées, seuls de puissants télescopes peuvent repérer sa pâle lueur jaunâtre dans le ciel. La traîne lunaire ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Il s'avère que de nombreuses planètes dans l'univers, même au sein de notre propre galaxie, contiennent de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se situe dans notre système solaire, il s'agit d'Europe, un des satellites de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée se trouve un véritable océan d'eau liquide. Mais il est encore trop tôt pour s'emballer concernant l'existence possible d'une forme de vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments devant être réunis pour que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître. Une étoile de la galaxie GSN 069 est en passe de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait arriver en raison de contacts réguliers entre l'étoile et un trou noir. Les astronomes ont d'abord remarqué des éclats de rayons X inhabituels et étrangement lumineux se déclenchant toutes les 9 heures. Après avoir suffisamment étudié le phénomène, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Les éclats lumineux n'étaient autres que la matière à sa surface en train d'être aspirée par le trou noir. Il s'est avéré qu'en plusieurs millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche, et le processus n'est pas près de s'arrêter. Les astronomes ont trouvé quelques traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent là où vivent des microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cependant, même s'il y avait de la vie sur celle qu'on surnomme parfois l'étoile du berger en Occident, elle n'aurait pu apparaître que dans son atmosphère. Aucun organisme vivant n'est a priori capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche et ne comporte pas d'eau liquide. La pression y est 90 fois supérieure à celle qui s'exerce sur Terre. Les températures dépassent souvent les 480 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Pas très engageant comme projet de vacances. En revanche, à des millions d'années-lumière de nous, il existe un nuage spatial flottant entièrement composé d'eau. Il en contient tellement qu'il pourrait remplir tous nos océans 140 trillions de fois, soit juste un tout petit peu plus que ce qu'il nous faut. L'origine de l'eau sur Terre est une mystérieuse énigme. La théorie la plus répandue explique que nous devons sa présence aux comètes et astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux de gigantesques cratères, mais également la précieuse substance liquide qui nous a permis de nous développer. Mais dans l'espace, il y a énormément de matière organique, et dans des conditions spécifiques, celle-ci pourrait produire une quantité d'eau suffisante pour remplir nos océans des milliers de fois consécutives. Des chercheurs ont conduit une expérience qui consistait à faire chauffer cette matière organique.
Au cours de cette recherche, ils auraient réussi à obtenir de l'eau claire et du pétrole. Si ce résultat est confirmé, cela pourrait signifier que le pétrole provient non seulement des restes fossilisés d'êtres vivants, mais encore qu'il a pu arriver depuis l'espace. Il pourrait bien y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et attention, pas n'importe quelle planète. Elle aurait un noyau, une surface rocheuse et serait d'une taille comparable à celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir le berceau de créatures vivantes, ne serait-ce que des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut affirmer sans risque qu'au moins l'une d'entre elles est potentiellement habitable, voire même déjà habitée. Et maintenant, multiplions ce chiffre par le nombre de galaxies dans l'univers, tout en gardant en tête que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles comme le Soleil et encore plus de planètes comparables à la Terre, dont certaines sûrement très similaires. Et maintenant, tiens-toi bien, il se pourrait que nous soyons capables de marcher debout grâce aux explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a envoyé des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère de la Terre qui se sont transformées en orages. Ceux-ci ont ensuite provoqué des feux de forêt dans le nord-est de l'Afrique, où vivaient les premiers êtres humains. Les incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé, et nos ancêtres ont dû se tenir sur 2 jambes pour pouvoir survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019. Cela s'est produit dans l'amas Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies. Selon les scientifiques, la déflagration était égale à 20 milliards de milliards, soit 18 zéros d'explosions mégatonnes se produisant à raison d'une fois par milliseconde pendant 240 millions d'années. En 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA, dont le but était d'étudier l'intérieur de Mars, a enregistré le tout premier tremblement de Mars. Ces séismes se produisaient fréquemment, environ 2 par jour, et la plupart d'entre eux étaient minuscules. Tu ne les sentirais même pas s'ils se produisaient sur notre planète. Jusqu'à présent, plus de 300 séismes martiens ont été détectés. Ce sont les premières secousses sismiques détectées sur un autre corps spatial que la Terre ou la Lune. La mission a également permis de révéler un autre phénomène mystérieux en captant d'étranges pulsations magnétiques. Elles se sont produites chaque jour à minuit autour de l'atterrisseur. La source de ces impulsions n'a toujours pas été clarifiée à ce jour. L'atmosphère de Pluton s'élève beaucoup plus haut au-dessus de la surface de la planète naine que celle de la Terre. Elle compte environ plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre? Qui pourrait l'oublier? Il y a peut-être eu un autre show galactique qui s'est mal terminé pour au moins 75% de la vie sur notre planète. Il y a environ 360 millions d'années, une explosion de supernova s'est produite aux alentours de 65 années-lumière de nous. Et les rayons cosmiques qu'elle a envoyés ont balayé la couche d'ozone de notre jolie boule bleue. C'est ce qu'on appelle un voisinage difficile. Les éclipses solaires sont des tours de magie cosmique au cours desquelles la Lune avale le Soleil. Sauf qu'il ne s'agit pas de magie, mais de science. Essayons de savoir comment tout ça fonctionne et comment on peut observer ce phénomène fascinant. Tout commence au moment où la Lune, le Soleil et la Terre s'alignent avec la Lune directement entre nous et notre étoile. Cet alignement est possible parce que l'orbite de la Lune autour de la Terre est légèrement inclinée par rapport à celui de la Terre autour du Soleil. Les éclipses solaires ne se produisent qu'avec les nouvelles lunes, quand la Lune est la plus proche de la Terre sur son orbite. Ainsi, lorsque l'alignement est parfait, l'ombre de la Lune est projetée sur la Terre, ce qui empêche la lumière du Soleil de nous atteindre. Imagine-toi dans une pièce où il y a un interrupteur géant, mais au lieu d'éteindre la lumière, tu la caches simplement avec une grosse lune. Voilà ce qu'on appelle une éclipse solaire. Elles ne sont pas régulières et ne se produisent que quelques fois par an. Plusieurs facteurs déterminent leur fréquence. Par exemple, l'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre, et la position de notre satellite autour de la Terre. Il existe 3 types d'éclipses solaires, totale, partielle et annulaire. Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune recouvre complètement le disque du Soleil et que le ciel devient sombre comme s'il faisait nuit.
Cette phase peut durer de quelques minutes à un peu plus d'1 heure, selon la distance entre la Lune et la Terre au moment de l'éclipse. Une éclipse solaire totale ne peut être visible qu'à partir d'une région spécifique de la Terre appelée le chemin de la totalité. Ce chemin est généralement une étroite bande de terre ou de mer. Et s'il se trouve que tu es au bon endroit, tu pourras profiter de cette vue magnifique. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'assister à une éclipse solaire totale. Parfois, la Lune ne recouvre qu'une partie du Soleil. Dans ce cas, tu verras un soleil en forme de croissant au lieu d'un soleil complètement avalé. C'est ce qu'on appelle une éclipse solaire partielle. Et si tu n'as vraiment pas de chance, il se peut que la Lune soit trop éloignée de la Terre pour recouvrir complètement le Soleil. Dans ce cas, tu verras un anneau lumineux autour de la Lune. C'est ce qu'on appelle une éclipse solaire annulaire. Les éclipses solaires font partie des phénomènes célestes les plus spectaculaires que l'on puisse observer. Les hommes les ont admirées et étudiées tout au long de l'histoire, et elles ont joué un rôle important dans notre compréhension du Soleil, de la Lune et de la Terre. Nous les avons utilisées pour mesurer la taille et la distance de la Lune et du Soleil, pour étudier l'atmosphère solaire et pour tester la théorie de la relativité générale d'Einstein. Les éclipses solaires ont toujours été importantes pour les humains, et ils les ont associées à différents mythes et superstitions. Certaines cultures y voyaient un présage funeste ou un moyen de communication entre les dieux et les hommes. D'autres pensaient qu'on pouvait y lire l'avenir ou faire fuir les mauvais esprits grâce à elles. Ces croyances nous montrent l'importance que les gens accordaient aux éclipses solaires. Il y a eu de nombreuses éclipses solaires mémorables au cours des siècles, chacune avec une histoire et une signification particulière. En voici quelques exemples parmi les plus mystérieuses, les plus cool ou les plus célèbres. L'éclipse de Thalès est l'une des éclipses solaires les plus célèbres de l'histoire. Elle se serait produite en l'an 585 avant notre ère et aurait été prédite par le philosophe grec Thalès de Milet. Selon la légende, Thalès aurait prédit l'éclipse en observant les cycles de la Lune et sa prédiction aurait étonné et effrayé les gens de l'époque. L'éclipse de Ptolémée est une éclipse solaire totale qui se serait produite en l'an 150 de notre ère. Elle est célèbre parce qu'elle est mentionnée dans les écrits de l'astronome grec Ptolémée. Il s'est servi de ses observations des cycles de la Lune pour faire sa prédiction, qui a, elle aussi, grandement étonné ses concitoyens. L'éclipse du siècle est une éclipse solaire totale qui s'est produite le 11 juillet 1991. Elle fut visible depuis une grande partie de l'Amérique du Sud. Il s'agit de la plus longue éclipse solaire totale du XXe siècle. Elle a duré plus de 6 minutes et demie. L'éclipse des Pyramides est une éclipse solaire totale qui s'est produite le 20 mars 2015 et qui fut visible depuis une partie de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Elle est devenue célèbre car elle est passée directement au-dessus des antiques pyramides de Gizeh en Égypte, offrant une occasion unique aux scientifiques et aux touristes d'étudier l'éclipse depuis ce lieu historique. Et bien sûr, la grande éclipse américaine de 2017. Il s'agit d'une éclipse solaire totale, visible depuis une grande partie des États-Unis, d'une côte à l'autre. Ce fut la première éclipse totale visible depuis les États-Unis contigus en près de 40 ans, et elle a attiré des millions de spectateurs et presque tous les médias. Étant donné qu'il s'agit d'un phénomène rare, personne ne souhaite le rater. Par chance, nous disposons d'un calendrier des éclipses solaires qui doivent se produire au cours des prochaines années. La grande éclipse nord-américaine de 2023 devrait être visible depuis une grande partie de l'Amérique du Nord, du Nord-Ouest Pacifique à la région des Grands Lacs. Il s'agit de la première éclipse totale visible aux États-Unis depuis la grande éclipse américaine de 2017. L'éclipse des Andes de 2024. Celle-ci devrait être visible depuis certaines parties de l'Amérique du Sud, notamment le Chili et l'Argentine. Il s'agira de la première éclipse totale visible en Amérique du Sud depuis l'éclipse du siècle de 1991. L'éclipse de l'Antarctique de 2025. Elle sera visible depuis la partie arctique de notre planète, notamment dans certaines régions du Canada et du Groenland. Ce sera la première éclipse totale visible en Antarctique depuis près d'un siècle. Et l'éclipse du Pacifique de 2026. Cette éclipse sera visible depuis une partie de l'océan Pacifique, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Il convient de noter que le moment exact et la visibilité de ces éclipses changeront à mesure que nous préciserons nos prédictions.
En outre, d'autres éclipses solaires pourraient se produire dans les années à venir. N'oublie pas d'aller jeter un œil sur Internet. Mais une question demeure. Comment les observer? Eh bien, il faut faire très attention. Voici quelques conseils. Protège bien tes yeux. Ne regarde jamais directement le soleil, même pendant une éclipse. Ta vue risquerait d'en souffrir. Pour observer une éclipse solaire en toute sécurité, il faut utiliser des lunettes d'éclipse certifiées ou un projecteur à sténopée. Ces dispositifs te permettent de regarder l'éclipse sans fixer directement le soleil. Et ils protégeront tes yeux de ces dangereux rayons. Trouve un bon endroit pour observer l'éclipse. Pour profiter au mieux d'une éclipse solaire, il faut se trouver dans un lieu situé sur sa trajectoire et où le ciel est suffisamment dégagé. Utilise un appareil photo ou un télescope. Si tu as un appareil photo ou un télescope doté d'un filtre solaire, tu peux l'utiliser pour prendre des photos ou observer l'éclipse. Veille seulement à bien préparer tes yeux et ton instrument. Informe-toi. Il est important de bien se renseigner sur ces phénomènes, notamment sur leur moment exact, leur trajectoire et le type d'éclipse dont il s'agit. Cela t'aidera à te préparer. Tu pourras ainsi disposer de l'équipement nécessaire et prendre toutes les précautions requises. Et voilà, plutôt simple, pas vrai? Si tu suis ces conseils, tu pourras assister aux éclipses solaires en toute sécurité et de manière responsable. Et si tu as l'occasion d'en voir une un jour, n'oublie pas de prendre des photos et de les partager avec tes amis. C'est une expérience unique dont tu te souviendras longtemps. Il est normal que les planètes soient un peu inclinées sur le côté. Par exemple, la Terre est inclinée à un angle de 23 degrés. C'est pourquoi nous avons des saisons. C'est l'été, lorsque la partie du monde où tu te trouves penche plus près du Soleil. Et à l'inverse, c'est l'hiver quand tu t'en éloignes. Mais Uranus est plus inclinée que la normale. Elle repose à un angle de 98 degrés, ce qui a un effet énorme sur ces saisons. Chaque saison sur Uranus dure pas moins de 21 ans. Pense-y la prochaine fois que tu te plains que l'hiver dure trop longtemps. Ici sur Terre, nous évaluons nos trajets en minutes et en heures, voire en jours. Il faut 10 minutes pour aller à pied chez ton meilleur ami ou 15 minutes pour aller à ton café préféré. Mais dans l'espace, c'est différent. Il est vaste, ce qui signifie que nous mesurons l'écart qui nous sépare d'un certain point en années. Dans la plupart des cas, une telle distance s'exprime même en années-lumière. Si tu voulais un jour aller marcher sur la Lune, il te faudrait 9 ans pour parcourir les 380 000 km qui nous en séparent. Peut-être aimerais-tu faire un tour vers notre étoile voisine, Proxima Centauri. Si tu gardais le pied au plancher à une vitesse constante de 110 km/h, tu y arriverais en 356 milliards d'heures, soit environ 40,5 millions d'années. Au bout des 20 premiers millions d'années, tu te demanderas sans doute pourquoi tu as voulu y aller. Mars abrite la plus grande vallée que nous ayons découverte à ce jour, Valles Marineris. C'est un système assez impressionnant de canyons de 4000 km de long, soit 5 fois plus grand que le Grand Canyon. Les chercheurs l'ont repéré pour la première fois dans les années 70. Un banc de volcans situé de l'autre côté de la crête du canyon a probablement contribué à former cette vallée. Nous n'avons pas encore découvert de planète entièrement faite de diamants, mais sur certaines planètes, il pleut bien des pierres précieuses. Sur Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses de notre système solaire, les tempêtes de foudre transforment le méthane abondant en suie, que nous connaissons aussi sous le nom de carbone. La suie tombe et se transforme en graphite. Le graphite se transforme ensuite en diamant d'un diamètre d'environ 1 cm. Mais avant de commencer à chercher comment réserver une excursion pour collecter des diamants, sache que ces diamants ne durent pas. Après avoir pénétré dans le noyau de la planète, ils fondent. As-tu déjà remarqué que lorsque tu observes les étoiles 2 nuits de suite à la même heure, mettons à 21 h, elles restent au même endroit, mais pas la Lune? Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, cela dépend de l'heure à laquelle tu fais tes observations. Par exemple, si tu la regardes un soir à 20 h et le lendemain à 23 h, tu verras la Lune à 2 endroits assez différents. Dans ce cas, même les étoiles auront des places différentes dans le ciel, puisque notre planète tourne. Comme tu le sais, il lui faut 24 heures pour faire un tour complet. Cela signifie que de notre point de vue, il semble que le ciel et tout ce qui se trouve là-haut se déplacent autour de nous une fois toutes les 24 heures. De la même manière, le Soleil change de position, se lève et se couche chaque jour.
Donc si tu sors 2 nuits de suite à la même heure, dans la plupart des cas, tu devras attendre une demi-heure supplémentaire, voire plus, pour que la Lune retrouve la même position que la nuit précédente. Les étoiles sont pratiquement immobiles. On dirait qu'elles se déplacent, mais c'est seulement parce que la Terre tourne. En revanche, la Lune se déplace vraiment autour de notre planète et passe par différentes phases. Par exemple, la nouvelle Lune est le moment où elle est complètement noire dans le ciel. La pleine Lune est le moment où son côté éclairé est totalement tourné vers la Terre. Il lui faut environ 1 mois pour faire un tour complet de la Terre. Pour ta collecte de diamants, tu aurais peut-être plus de chance sur cette planète située à 40 millions d'années-lumière de la Terre. Les scientifiques l'appelaient autrefois Super-Terre. Une super-Terre est généralement une planète bien plus grande que la nôtre. Cette planète, par exemple, fait le double de la taille de la Terre. Elle est si proche de son étoile qu'elle en fait le tour complet en moins de 18 heures, ce qui signifie que l'année y est plutôt courte. Et comme elle est si proche de son étoile, sa température monte jusqu'à 2700 degrés Celsius. À cause de la chaleur combinée à la densité de la planète, les scientifiques pensent que son noyau est composé de carbone sous forme de graphite et de diamants. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau se trouvant à 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus grande source d'eau que nous connaissions. C'est aussi le plus ancien. Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Et oui, si tu avais ouvert un compte épargne il y a 12 milliards d'années, avec les intérêts engrangés, tu aurais une jolie somme aujourd'hui. Mais les banques n'existaient pas à l'époque. Bref, ce nuage est si grand qu'il contient 140 000 milliards de fois la quantité d'eau de tous les océans de notre planète. Ce nuage nourrit en quelque sorte un trou noir. Il pourrait aussi contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour encourager le trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. La température moyenne de notre planète est d'environ 14 degrés Celsius, et la température la plus élevée jamais mesurée a été de 57 degrés Celsius. Cela te semble chaud ? Eh bien, sur Vénus, elle peut atteindre 482 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire. Mais ce n'est pas assez chaud pour faire fondre de l'acier. Il faudrait qu'elle soit plus élevée de 1400 degrés Celsius pour y parvenir. Mais c'est assez chaud pour faire fondre le plomb, et c'est bien trop chaud pour abriter la vie. Du moins, sous aucune forme que nous connaissions. Vénus n'est pourtant pas la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, mais elle a une atmosphère très épaisse qui piège les gaz à effet de serre. C'est comme si tu te couvrais d'une couverture très épaisse au beau milieu de l'été. Nous avons l'habitude de voir les volcans cracher de la lave chaude en fusion. Après tout, c'est ce qu'ils font principalement sur Terre. Mais dans l'espace, les volcans ont tendance à cracher du méthane, de l'eau ou de l'ammoniac. Et ces matériaux gèlent pendant l'éruption et finissent par se transformer en vapeur gelée et en quelque chose appelé neige volcanique. On les appelle donc des cryovolcans. Tu peux les trouver sur les lunes de Jupiter, Io et Europe, sur la lune de Saturne, Titan et sur Pluton. Ces volcans sont particulièrement actifs sur Io, qui possède des centaines de cheminées. Les véhicules de la NASA ont même capturé certains d'entre eux en éruption en temps réel. Les panaches de vapeur gelée qui en sortent s'étendent sur environ 400 km. Au fait, on vient de découvrir une autre lune autour de Jupiter, qui pourrait être adaptée à l'agriculture un jour. Elle s'appelle Io. Je plaisante. Qu'arrive-t-il exactement à la lumière après qu'elle ait disparu à l'intérieur d'un trou noir ? Le photon est une particule de lumière. L'horizon des événements est la limite d'un trou noir. Lorsqu'un élément, mettons un photon, passe cette limite, il ne peut plus s'échapper. Mais cela ne signifie pas que le trou noir l'a détruit. Il attire rapidement le photon vers son centre, où une masse énorme est entassée dans un espace infiniment petit. Mais on ne sait pas exactement ce qui arrive au photon dans des conditions aussi extrêmes. C'est toujours l'un des plus grands mystères. Un trou noir détruit-il la lumière ou non ? Saturne possède 82 lunes que nous connaissons, 53 confirmées et 29 autres qui sont toujours sur la liste d'attente pour être confirmées comme de véritables lunes avant d'obtenir leur nom officiel. Et l'une de ces lunes les plus étonnantes pourrait être un gros morceau de roche de 1470 km de diamètre appelé Iapetus. Elle est sombre d'un côté et lumineuse de l'autre. Sa moitié la plus claire est 20 fois plus réfléchissante que l'autre. Il s'avère que le côté lumineux est de la glace. Le côté sombre est un peu plus compliqué.
Une théorie affirme qu'il est sombre à cause de particules provenant d'une autre lune nommée Phébé. Une autre théorie dit que cela pourrait être à cause de la chaleur. Comme cette lune tourne très lentement, sa matière sombre absorbe la chaleur, ce qui la rend encore plus sombre. À ton avis, quelle taille peut atteindre un trou noir? En théorie, nous ne pouvons pas trouver de limite supérieure à sa masse. Mais les astronomes pensent que les trous noirs ultramassifs, UMBH, situés au cœur de certaines galaxies, ont pour la plupart une taille allant jusqu'à 10 milliards de masses solaires. Récemment, ils ont même découvert que ces UMBH ne peuvent physiquement pas grandir beaucoup plus que cela, car dans ce cas, ils commenceraient à perturber les disques d'accrétion qui les alimentent. Ce faisant, ils finiraient en quelque sorte par avoir l'œil plus gros que le ventre. La plupart des gens imaginent la couleur de l'univers comme étant quelque part entre l'aigue marine et le turquoise pâle. Même certains chercheurs pensaient que c'était le cas. Mais on a réussi à déterminer la couleur cosmique en combinant la lumière de plus de 200 000 galaxies situées à moins de 2 milliards d'années-lumière de notre planète. La vraie couleur est en fait plus proche du beige. Les chercheurs se sont trompés car le logiciel n'était pas correctement calibré. Il a finalement converti le spectre cosmique en la couleur que nos yeux verraient si nous y étions exposés. L'équipe a défini cette couleur comme un latte cosmique. Sans sucre et à emporter s'il vous plaît.